Maria Neira de l'OMS a accepté de venir nous parler de cette thématique et sous l'angle du droit à respirer. On l'a entendu, l'OMS est souvent cité ces derniers temps, puisque l'abaissement des seuils pose question sur les politiques publiques. Cela dit, dans les conférences et colloques consacrés à l'air, on le rappelle souvent, si on choisit de boire une eau plus qu'une autre, de se chauffer d'une certaine manière ou d'une autre, on ne choisit pas de respirer là où on est, ou alors il faut vraiment changer complètement de lieu. Donc effectivement, c'est un enjeu extrêmement important et auquel les citoyens vont devenir peut-être de plus en plus sensibles, Maria Neira. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai bien compris qu'il y a plein du monde dans la salle, c'est évident, mais aussi connecté, donc c'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup l'ANSES, merci beaucoup Adema et bien sûr, cher Benoît, merci beaucoup de m'avoir convaincu. C'est toujours un plaisir d'être ici. Vous allez voir très vite que le français, c'est pas ma langue maternelle. Je vous demande un peu de patience pour cet accent, mais c'est quand même un plaisir de pouvoir m'exprimer dans cette langue que malheureusement on utilise de moins en moins. Je dis ça pour un peu vous pousser à promouvoir les Français. C'est marrant parce qu'à l'OMS, quand on dit on doit parler toutes les langues, c'est multilinguistique, en fait on parle d'anglais et français. Je vous rappelle que l'espagnol c'est quand même très très bien et une langue très parlée et très importante. Bon, après cette pause publicitaire, on retourne. Je disais, c'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de partager avec vous quelques frustrations, pour être honnête, et aussi de pouvoir peut-être élaborer ensemble un plan d'action qui change les choses. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et je voudrais peut-être faire 10 points avec vous. Et comme je disais, surtout pour commencer, une espèce de plan d'attaque, ou un manifeste, un master plan, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais vraiment, il va falloir qu'on fasse quelque chose de très sérieux sur la qualité de l'air. Alors, le point numéro 1, mettons les choses au clair. Il y a 7 millions de morts par an, des morts prématurées liées à l'exposition de la mauvaise qualité de l'air qu'on respire. Alors, je sais que c'est un chiffre qu'on répète tout le temps, qu'on arrive même presque à s'habituer sur ce qui est terrible. On ne peut pas s'habituer à un chiffre pareil. 7 millions de morts par an, des morts prématurées par an, dues à la mauvaise qualité de l'air qu'on respire. C'est absolument inacceptable. Alors, Paris, il a quoi, 2 200 000 habitants, d'après les dernières statistiques que j'ai regardées dans mon messier Google tout à l'heure. Alors imaginez que chaque année, il y avait Paris, Madrid et Rome, toute la population de ces 3 grandes villes qui disparaissaient. Chaque année, 7 millions de morts qui passent comme ça. Des fois, il faut quand même avoir des images puissantes pour pouvoir envisager qu'est-ce que ça veut dire 7 millions de morts. Et en plus de 7 millions de morts, bien sûr, si vous travaillez dans les hôpitaux ou vous êtes près des systèmes sanitaires, vous savez aussi que ce n'est pas seulement les morts qui serait déjà une raison très importante pour réagir, mais c'est aussi les maladies chroniques qui sont liées à cette mauvaise qualité de l'air, qui vont représenter une souffrance pour les patients, mais aussi qui vont remplir nos hôpitaux. En fait, et qui vont coûter énormément aussi. Donc, des fois, on entend des réponses quand on propose des interventions pour améliorer la qualité de l'air et on nous répond c'est cher, c'est des investissements. Je suis désolée, on est en train de payer déjà. Donc, il faut, quand on fait des estimations sur les coûts d'adresser ces maladies chroniques liées à la mauvaise qualité de l'air, on donne toute une panoplie d'excuses budgétaires aussi, comme si on n'avait pas déjà une facture qu'on est en train de payer dans les systèmes sanitaires. Alors malheureusement, à chaque fois qu'on fait des calculs sur tout ce qui est la mitigation des changements climatiques, tout ce qui est cette transition écologique, petit détail, et ça c'est mon point numéro 2, on n'inclut pas ce qu'on appelle en anglais les externalities, c'est-à-dire les conséquences secondaires. Quand on utilise une combustion d'un combustible fossile, il faut calculer combien ça va coûter au système sanitaire. Je vous assure, le système sanitaire paye déjà 2 fois les prix qu'il nous aurait coûté faire une transition écologique pour la bonne santé.
Alors, on est déjà à point numéro 2, assez forte. Donc, on a Madrid, Rome et Paris qui ont disparu déjà. On les a enlevés. Et on a aussi 2 fois les prix qu'on aurait pu payer, qu'on paye déjà. Donc, si jamais vous parlez avec des responsables politiques, des gens qui doivent prendre des décisions sur la transition écologique, s'il vous plaît, demandez-les d'inclure dans cette estimation des coûts la facture que payent déjà nos systèmes sanitaires, pour ne pas parler de la facture qui paye nos poumons, évidemment. Je parle là des dollars, enfin des euros. Point numéro 3. Pourquoi, et ça c'est la partie frustration, je vais m'arrêter seulement sur une frustration, après on va passer au côté positif. La frustration. Comment c'est possible qu'en santé publique, on est en train de répéter qu'on a 7 millions de morts, qu'on a un numéro incroyable de maladies chroniques qui demandent des hospitalisations à long terme, et que la réponse soit évidemment, de toute évidence, mais pas seulement en France, aucun pays du monde est en train de donner une réponse qui se corresponde à la magnitude du problème. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Ça fait des années que je travaille dans la santé publique, mais quand même, je n'arrive pas à trouver une explication au fait qu'on est en face d'un problème de santé publique énorme, avec des chiffres énormes, avec une évidence scientifique énorme, parce que des fois, sur des questions de santé publique, on peut nous dire vous n'avez pas assez d'évidence, on a mis 50 ans à faire l'accord sur les tabacs, parce qu'on devait donner l'évidence scientifique qu'on avait déjà suffisamment, mais bon, quand même. Et là, on a apparemment presque 70 000 publications scientifiques qui lient parfaitement l'exposition à la pollution de l'air et l'impact négatif sur la santé. Alors, le poids scientifique est là. L'évidence scientifique est vraiment écrasante. La communauté scientifique est consciente, peut-être pas au niveau des advocacy, enfin des sensibilisations, on parlera de ça. Mais on a quand même des chiffres qu'on met tous les jours. On a l'évidence que la population souffre. On a aussi l'évidence que quand on diminue la mauvaise qualité de l'air, on a des bénéfices pour la santé immédiate. Alors, pourquoi on ne réagit pas? Ça, si vous trouvez des réponses, j'aimerais bien tout à l'heure, si vous avez des idées, vous me dites, s'il vous plaît, parce que moi, j'arrive pas à me frustrer, parce que quand on travaille en santé publique, on n'a pas les droits au pessimisme, mais c'est quand même une question choquante. Point numéro 4. Quel est le rôle de la santé dans tout ça? Alors, l'année dernière, comme déjà mentionné par Baptiste, l'OMS a révisé les normes sur la qualité de l'air à niveau international. On donne des recommandations et l'idée, c'est que tous les pays puissent se mettre à adopter ces mesures. C'est difficile, il y a des restrictions, il faut prendre des décisions qui effectivement, ce ne sont pas seulement celles de l'ambiance de santé publique, ça va évidemment en dehors de ça. Il y a surtout 3 transformations à faire, 3 transitions à faire, très importantes. Et là, il va falloir que les gens de la santé publique, on se mette à les promouvoir. On ne peut pas se permettre de travailler seulement pour des questions purement sanitaire, mais il va falloir qu'on découvre notre langage et qu'on l'utilise. Ces 3 transitions sont une transition à une source d'énergie renouvelable, une source d'énergie qui ne tue pas, une source d'énergie qui soit propre, qui réponde à nos besoins, mais qui arrête de créer des problèmes pour notre santé et évidemment aussi pour notre planète, pour notre économie, pour notre développement. Mais il faut mettre la santé au premier plan et rappeler à tout le monde que quand on parle des transitions à énergie propre, on parle de santé publique. On ne parle pas seulement des questions de l'environnement, questions de Greenpeace ou des activistes de gauche ou de droite. On parle de santé publique. Et ça, c'est pour ça que nous, responsables de santé publique, on doit
maîtriser ce langage de l'énergie, de comment la transition à une énergie propre, c'est devenu au cœur de la santé publique. Comme on a fait il y a des années pour l'accès à l'eau potable. C'était les experts de santé publique aussi qui disaient non, il n'y a pas de développement en France après la Deuxième Guerre mondiale si on n'investit pas sur un système d'assainissement minimal et d'accès à l'eau potable pour la population. On pouvait construire tous les hôpitaux qu'on voulait. Si on n'avait pas de l'eau potable, les gens, la communauté de santé en général était vraiment pour. Alors aujourd'hui, notre cause va être sur la transition à énergie propre. La deuxième, c'est une transition à des systèmes de production d'aliments beaucoup plus durables, depuis les pesticides, l'agriculture agressive ou depuis la déforestation jusqu'à les résidus. Enfin, on jette à la poubelle 30% de la production d'aliments qu'on a chaque année. Là, je vais m'arrêter moins parce qu'effectivement, ça sort un peu de la question de la qualité de l'air. Mais la troisième transition, c'est très importante aussi. C'est la transition de nos planifications urbaines. On vit, 50% de la population vit dans les villes, mais dans 20 ans, ça sera à 70%. Et c'est là où on a une opportunité de faire des transitions très important. C'est là où on peut d'abord travailler avec les architectes, ceux qui planifient le développement urbain. C'est le moment de lever notre voix en tant que responsable. On ne peut pas se permettre de traiter les cas d'asthme et faire sortir cet enfant et les renvoyer dans un endroit où il y a une ville ou une rue qui est très polluée. Je crois que vous avez tous suivi probablement les cas récents à Londres. Pour la première fois à niveau mondial, on a dans les certificats de défuntion d'une petite fille de 9 ans, la cause de la défuntion, ce n'était pas l'asthme très aigu et une forme très agressive qu'elle avait d'asthme qui l'a tuée. Pour la première fois, ils ont gagné la cause et dans les certificats de défuntion, il dit la cause de la mort, pollution de l'air. Ça, c'est une première mondiale et qui prouve, et ça a été pendant 10 ans, ça a mis 10 ans, la petite elle est morte il y a 10 ans, c'est sa maman qui a, avec les médecins, le Royal College of Physicians, et toute une association des pédiatres et d'autres, des spécialistes de la médecine respiratoire, qui ont quand même arrivé à cette décision par un tribunal et qui a fait jurisprudence maintenant et qui va changer les choses. Donc, il faut s'assurer, en tant que responsable aussi professionnel de la santé, que personne ne puisse nous dire d'ici quelques années « je ne savais pas ». Aucun politicien aura le droit de dire « je ne savais pas que la mauvaise qualité de l'air pouvait avoir un impact sur la santé des gens ». Donc, la responsabilité qu'on peut avoir de passer ces messages, de lever notre voix et de pousser ces 3 transitions, c'est dans notre main parce que je ne vois pas d'où autre ça peut venir. 5e ou 6e, je ne sais pas où je suis maintenant, les côtés positifs. On va passer, 5e, merci beaucoup. On va passer au côté positif là. Si on travaille sur les causes, attaquer les causes du changement climatique, les premiers résultats qu'on va avoir en termes de santé publique, les premiers résultats positifs, c'est la diminution de la pollution de l'air. Et c'est pour ça qu'à l'OMS, on met les 2 agendas très surposés. C'est-à-dire les interventions pour lutter contre les causes des changements climatiques. Si vous lisez bien les traités de Paris, qui a été signé ici il y a quelques années et que très peu de pays sont mis en marche par hasard, si vous les lisez bien, les traités de Paris sur le changement climatique, vous allez reconnaître un programme de santé publique pur et dur. C'est magnifique. Si vraiment on mettait en place toutes les recommandations de l'accord de Paris,
peut-être tous ceux qui travaillent dans la santé publique, on pourrait fermer boutique parce qu'on n'en a plus besoin de nous. Ça serait vraiment la chance la plus importante. C'est vraiment une agenda de santé publique. Pourquoi? Parce qu'il recommande l'énergie. Arrêter de faire la combustion des combustibles fossiles qui littéralement nous tuent. Il recommande une planification urbaine qui conviendrait énormément à la santé publique parce qu'il y aurait moins de trafic, il y aurait des bâtiments qui ont une efficacité dans l'utilisation des ressources énergétiques, moins de pollution, moins de bruit, possibilité de marcher ou de faire de la bicyclette, donc moins de maladies liées au sédentarisme et à l'obésité. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, les responsables de santé publique? Et puis, évidemment, toutes les pratiques agricoles qui seront durables. Donc, vraiment impressionnante l'argument santé qu'on a là-dedans. Et c'est pour ça, et là c'est mon point numéro 6, qu'on ne doit pas laisser passer toutes ces opportunités politiques qu'on a devant nous. Cette année, à la COP 28, pour la première fois, et en fait, COP 28, donc c'est les négociations pour le changement climatique. Hein. Je ne sais pas si vous regardez un peu. À nouveau, on est trompé par tous ces acronymes. COP 28, ça a l'air sympa. Si vous regardez bien, COP 28, ça fait que pendant 28 ans, on a négocié. 28 ans. En fait, 30, parce qu'il y a une COP qui ne s'est pas faite à cause du Covid. Et 29, ça veut dire qu'ils ont commencé une année avant. Donc, ça fait 30 ans que nos pays, tranquillement, ils négocient tranquillement sur ce qui est une énorme urgence, d'après eux, hein, parce que c'est les premiers ministres et les présidents des gouvernements qui, quand ils vont à ces COP, ils font des discours en disant on est devant la crise la plus importante de l'humanité. Si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui, nos petits-fils, ils vont nous... Enfin, ils disent des choses magnifiques, mais ça fait 30 ans que tranquillement, sans se presser, évidemment, on prend du temps, on négocie, soi-disant, sur la réduction des émissions. Alors, c'est tout simplement ça. La réduction des émissions changerait notre vie pour du bien. Et changerait l'économie, changerait la société, mais surtout changerait la santé des gens. Et c'est là où on s'associe énormément. À la COP 28, pour la première fois dans l'histoire de toutes ces années, on va avoir une journée santé. On a lutté énormément pour arriver à ça. Ça nous a pris énormément du temps de convaincre tous les décideurs, mais on est arrivé quand même à mettre l'argument santé devant tous ces négociateurs pour mettre la pression aussi. Parce qu'à la fin, et ça c'est mon point numéro 7, c'est l'argument santé qui va changer les choses. Par l'instant, on est en train de parler, quand on parle de changement climatique, on a une tendance à parler des glaciers, à parler des planètes, à parler des sources polaires, à parler des projections pour des nouvelles générations et à dire ces phrases-là que je n'ai jamais compris. Il n'y a pas de planète B. Parce que s'il y en avait une planète B, on ferait quoi? On pourrait détruire celui-là. Je ne comprends pas cette phrase-là. Je m'efforce beaucoup, mais en fait, on n'a pas compris une petite chose. C'est nous qui avons besoin des planètes, c'est pas au contraire. Hein. Les dinosaures, ils sont disparus et pourtant étaient bien plus grands que nous. Et donc, je veux dire, nous, on a besoin des écosystèmes, de la biodiversité, de l'eau, de l'air, de la nourriture, même de la biodiversité pour faire des médecines. Donc, j'ai pas vu que l'Amazonie avait besoin des humains pour grandir. Je ne crois pas. La forêt amazonienne n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de la forêt amazonienne. Ça, c'est un petit détail qu'à nouveau, je crois qu'une prescription qu'on doit faire en tant que responsable de la santé, on doit prescrire de respecter les écosystèmes. Ça, on devrait le mettre dans toutes nos recettes. Quand on fait des prescriptions, respecter l'environnement. Parce que c'est de là où on obtient ce qu'on a besoin pour manger, pour boire, pour shelter, enfin pour se protéger et pour respirer. Petit détail. Donc peut-être dans toutes nos prescriptions, on devrait mettre celle-là la première. Tu ne détruiras pas ce qui te donne à manger. Ça, je viens de l'inventer, mais ça a l'air bien, non?
Non, petit détail, c'est la Bible, je crois qu'il y a déjà dit ça. Bon, donc il faut qu'on utilise tous ces messages et qu'on s'implique. Et là, je passe à mon message numéro 8, qui, à part les rôles évidemment, mettre la science poussée pour qu'elle soit bien acceptée et absorbée par nos politiciens, faire la sensibilisation, il faut aussi qu'on commence à donner l'exemple. Je sais qu'il y en a plein qui le donnent. Je suis sûre qu'il y a plein de gens ici qui sont venus en bicyclette. Quoi qu'aller en bicyclette à Paris, me semble, dans certains endroits, un peu. Mais bon, il y a quand même des initiatives. Et puis, comme on va donner l'exemple autant que secteur santé, on va réduire notre empreinte carbone. Vous savez que globalement, je regarde parce que je parle beaucoup. Bon, ça va, vous êtes dans les temps. C'est bon, c'est bon. Pas de souci. Hein. J'ai presque fini. Je disais qu'il faut réduire notre empreinte carbone aussi. Globalement, le secteur santé, à niveau global, on est responsable de 5% des émissions de CO2. 100% à niveau global. Donc, si on était un pays, si le système sanitaire était un pays, on serait dans la liste des 10 pays plus polluants du monde. Donc, on peut réduire notre empreinte carbone et en plus, ça nous donne une espèce de satisfaction. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Attach, mais vous allez entendre parler. Attach, c'est une plateforme qui a été créée à l'OMS, donc la France en fait partie, mais je vous invite tous à vous joindre d'une façon très forte pour décarboniser le système santé. C'est-à-dire, il faut regarder les plastiques et tous ces médicaments. Ça, évidemment, c'est les compagnies pharmaceutiques qui doivent nous aider à réduire tout cette procurement. Si vous regardez un hôpital, on est quand même des consommateurs de biens importants pour des raisons très claires. Hein. Mais on peut réduire notre empreinte. Tous les plastiques qu'on utilise, l'eau, l'énergie, comment on transporte nos malades, les procédures thérapeutiques qu'on utilise, la médecine digitale qui peut nous aider aussi à réduire toute cette empreinte. Tout ça, c'est en marche, c'est très positif. Les professionnels de la santé sont très stimulés parce que quand même, ça te donne l'impression aussi, pas seulement l'impression, tu vois que tu fais quelque chose, tu contribues. Évidemment, il y a beaucoup de pays au monde qui ne peuvent pas décarboniser tout simplement parce qu'ils n'ont même pas accès à l'énergie. Donc, je parle des économies moyennes et hautes, enfin des hauts niveaux, qui puissent décarboniser. Les autres, ils doivent gagner accès à l'électricité qu'ils n'ont pas encore. Donc, attachez-vous à Attach parce que ça va donner beaucoup à parler. Et c'est une initiative de comment on va promouvoir ce mouvement des professionnels de la santé qui décarbonise et que comme ça, on donne une bonne image et on lead by example. On va leader en donnant un bon exemple. Bien sûr, si en plus vous ne fumez pas, et évidemment, personne ne fume ici, j'imagine, et vous marchez ou vous utilisez une bicyclette ou n'est pas une voiture énorme polluante et vous donnez des exemples dans les endroits de travail, c'est génial aussi. Et bon, on arrive presque à la fin. La fin, c'est qu'il faut travailler avec les maires. De plus en plus, les politiciens qui prennent des décisions à niveau central, évidemment, mais aussi de plus en plus les villes, ils nous donnent cette opportunité de laboratoire où on peut travailler dans les différents secteurs. Je suis sûre que vous allez entendre parler des transports, vous allez entendre parler des planifications urbaines, de quelles sont les interventions qu'on peut mettre en place pour réduire toute cette source de pollution. Et tous ces multisectoriels, ça se passe plein de fois, enfin presque tout le temps, à niveau local, à niveau décentralisé, parce que c'est là où on peut mettre toutes ces interventions en place. Et on va aider les maires à les faire. On va les aider en leur donnant un argument très puissant. C'est combien de bénéfices pour la santé vous êtes en train de créer quand vous faites cette intervention. Je crois que de plus en plus, on doit quantifier les bénéfices pour la santé d'une certaine intervention pour utiliser cet argument pour faire encore plus d'actions, pour générer encore plus d'actions. Et alors là, j'ai fini en vous disant que
c'est un problème de santé publique énorme, comme je disais, pour lequel on n'a pas d'explication pourquoi la magnitude de la réponse n'est pas au niveau de la magnitude des problèmes. Mais si on s'unit, si on élève notre voix, si on pense à la santé, ça c'est le déclic peut-être. C'est l'argument santé qui va faire changer les choses en expliquant à nos citoyens que ça, ce n'est pas une question seulement d'environnement, mais que c'est surtout et devant tout une question de santé publique. Je compte sur vous, tous ces mouvements. Et je crois que si on fait un réseau, la mission est formidable. Je voudrais que tous les maires, quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils regardent, c'est la situation de la qualité de l'air dans la ville pour laquelle ils sont responsables. La deuxième, c'est avoir les recommandations de l'OMS dans son bureau, bien visibles, pour que tout le monde puisse les rappeler. Et la troisième, c'est un moniteur, une simulation où on peut voir si tu descends là, ça c'est les vies que tu as sauvées, ça c'est les maladies que tu as évitées et ça c'est les coûts que tu as réduits. Ça serait quand même un rêve auquel je ne renonce pas. On va passer au positif parce qu'il faut donner tous ces messages en positif. Les gens, ils ne s'acceptent plus l'apocalypse. Je crois qu'après la pandémie, si maintenant on dit aux gens c'est terrible, la pollution de l'air est bien pire que la pandémie, c'est pas acceptable. Donc il faut au contraire dire si vous prenez ces mesures, voilà les bénéfices que vous allez générer pour la santé, voilà les vies que vous allez sauver. Et si vous êtes un maire, vous pouvez sûrement avec ça vous faire pas mal de votes. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, docteur Marianne Heras, si vous l'acceptez. Benoît Vallée, le directeur général de l'ANSES, voulait intervenir. Merci beaucoup, Maria, pour cette ouverture qui nous éclaire et qui permet d'engager cette matinée avec beaucoup de force. Je me permets d'ouvrir les discussions, puisqu'on a quelques minutes d'échange, pour insister sur le fait que les politiques sont évidemment des partenaires majeurs dans cette question qui touche bien au-delà du périmètre du système de santé. Et j'en profite pour indiquer que la conclusion de la journée sera assurée par Claire Pilota, qui est non seulement députée des Bouches-du-Rhône, mais aussi présidente du Conseil national de l'air. Je ne sais pas si elle est avec nous. Non, elle nous rejoindra Claire Pitola nous rejoindra en cours de journée et rejoindra d'ailleurs la table ronde. Mais c'est vrai que dans l'intervention du Dr Nera, il y a cette question du lien avec la politique. Avec les élus. Voilà. Qu'on explorera à l'occasion de cette table ronde et qui pose question quand même entre les connaissances. Alors, et l'action. À ce titre-là, j'avais une question pour Marianne Heras, c'est que dans cette question de l'association d'un certain nombre de parties prenantes au-delà de la sphère santé, pour qu'effectivement toutes les politiques publiques aient à l'esprit que à un moment donné, ce qui est concerné, c'est la santé des personnes et donc la durabilité même de notre existence sur cette planète. Je ne sais pas s'il y a une planète B, mais en tout cas, il n'y a pas forcément de population humaine B, si elle est décimée, n'est-ce pas? Elles seront remplacées par les fourmis, pourquoi pas. Mais ça pose quand même une question par rapport à notre propre existence. Et après avoir remanié la planète dans cette ère de l'Anthropocène, on risque d'en faire les frais. Ce qui a amené un certain nombre de dirigeants scientifiques à parler de santé planétaire pour inclure finalement tous les protagonistes dans cette question-là. Mais la question que je veux poser, c'est la part de la formation pour toutes ces personnes qui travaillent dans des secteurs qui ne sont pas concernés par la santé est une question très forte et sur laquelle il me semblait que l'OMS s'est engagée avec la création d'une académie de l'OMS. Donc Maria, où est-ce qu'on en est de l'académie de l'OMS et comment est-ce que ce sujet majeur, qui va être au centre de la COP 28, j'ai bien compris qu'enfin la santé allait être au cœur de la COP, mais pour préparer les gens à la santé, il faut les former. Est-ce que l'académie de l'OMS aura ce rôle-là ? Merci Benoît. Bien sûr, c'est un moment de publicité aussi parce que par hasard, l'Académie de l'OMS est en France, à Lyon. Donc j'imagine que ça fait aussi, c'est une collaboration avec la France. Mais effectivement, la formation, ça va être très critique. Déjà dans notre propre troupe, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ne voient pas encore quel est le rôle qu'on peut jouer. C'est-à-dire qu'on continue à faire des curatives, on continue à faire des cliniques, mais on ne comprend pas et on ne maîtrise pas les arguments. Vous savez, chaque pays a ce qu'on appelle des National Determined Contributions, c'est-à-dire un plan national
de comment on va s'attaquer aux causes des changements climatiques. Et là, il y a la santé, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Bon, peut-être il y a des beaux mots ici et là, mais si vous demandez aux gens de la santé, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un plan national de lutte contre le changement climatique? On a fait une enquête. Les gens, ils ne sont pas au courant. Donc, il faut commencer pour former nos propres gens. Je suis tout à fait d'accord. L'Académie fera son rôle, mais aussi plein d'initiatives. Et en fait, à l'OMS, dans mon département, on est en train de mettre en place un programme de formation pour les sanitaires sur la qualité de l'air et les déterminants environnementaux. Donc, c'est vraiment une initiative qui est très, très nécessaire et merci de l'avoir ramenée ici à la discussion. Docteur Nera, on a une question sur le fil de discussion. Quelqu'un qui demande, voilà, c'est Lara qui dit « Comment fait-on pour quantifier les bénéfices sur la santé des actions publiques ?» Vous disiez, ce serait bien d'avoir un tableau. Alors évidemment, c'était une image, mais malgré tout, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir ce lien entre l'action publique et quels sont les effets positifs qu'elle peut produire sur la santé. Mais ça, je suis sûre, ça nous prendrait très longtemps de discuter de ça, mais ça peut se faire. Il y a des méthodes, il y a des estimations, il y a des modeling qu'on peut faire. Et il y a tous les... Je suis sûre que pendant la journée, probablement quelqu'un très expert pourra vous dire comment on fait ça. Mais tout ça, c'est déjà en ligne. Hein. Je crois, sur les programmes de l'OMS, si vous allez dans la website, vous allez trouver des tools, des outils tools, ouais. Des outils pour comment on fait cette estimation et cette modeling sur l'estimation sur la mauvaise qualité de l'air, l'impact sur les morts et le contraire, que je pense que de plus en plus, il faut les mettre au contraire. Donc ces outils existent. Des outils de pilotage, des tableaux de bord, on peut citer, puisqu'on va parler du réseau Atmo également dans la journée, des initiatives comme par exemple Atmo Grand Est qui a mis au point un dispositif pour les personnes qui vont faire de l'urbanisme, pour voir quand on a un projet d'urbanisme, quelle peut être la qualité de l'air, quel sera l'impact en tout cas de la qualité de l'air de ce projet d'urbanisme. Donc c'est des outils de pilotage comme ça que vous appelez de vos voeux en fait, c'est avoir une décision qui soit appuyée sur une connaissance scientifique. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. Le jour où je parle l'espagnol comme vous parlez français, je ne suis pas sûr que j'arriverai avec autant de modestie sur scène. Je pense que j'arriverai avec davantage... Non, merci beaucoup, c'était extrêmement clair. Et cela introduit parfaitement cette journée où on va rentrer davantage dans le détail d'études scientifiques. On peut vous applaudir, Docteur Nera. Merci. Merci beaucoup.